Bonjour, mesdames, messieurs, à tous, à toutes. C'est vraiment un plaisir de vous accueillir à cette première activité de l'automne 2021 du Laboratoire d'Histoire et Patrimoine de Montréal. Je vais prendre une petite minute pour rappeler qui nous sommes. Donc, le laboratoire est une équipe de recherche en partenariat financée par le Fonds québécois de recherche sur la culture et la société. Nous sommes hébergés à l'UQAM, même si nous vivons virtuellement une grande partie du temps maintenant, comme vous tous probablement. Et c'est une équipe donc, qui réunit des chercheurs de l'UQAM, de l'Université de Montréal, l'Université du Québec à Trois-Rivières, l'Université de Sherbrooke, et plusieurs organismes partenaires, des musées, notamment des sociétés d'histoire, par Canada, bon, une variété d'organismes qui s'intéressent à l'histoire et au patrimoine de Montréal. Donc, nos intérêts sont vraiment autour de l'histoire montréalaise dans ces en fait, presque toutes ces facettes, le patrimoine montréalais et aussi le numérique comme outil d'analyse et de communication de l'histoire. Et donc, la présentation d'aujourd'hui s'inscrit vraiment dans ces trois grands axes du laboratoire. Et c'est un plaisir donc d'accueillir Justin Beu, que vous voyez, et Michel Comeau, qui est en soutien à ce projet et qui pourra intervenir à la période des questions. Donc, Justin Beu est un membre collaborateur du laboratoire, mais aussi un membre étudiant. Il a un double statut. Il représente donc Mémoire du Myland au sein du Laboratoire d'Histoire et de Patrimoine de Montréal. Il collabore avec nous depuis plusieurs années sur plusieurs projets. Il est présentement étudiant, doctorant en études urbaines à l'Université du Québec à Montréal, où il s'inscrit, je dirais, en études urbaines, mais aussi avec un sujet historique. Donc, il demeure près de nous avec notre intérêt pour l'histoire. Il est un membre du conseil d'administration de Mémoire du Myland depuis très longtemps et connaît, je pense, très bien l'histoire et le patrimoine de ce quartier montréalais. Michel Comeau a été pendant plusieurs années chargée de cours au département d'histoire de l'UQAM et elle est maintenant chercheure associée au département et membre collaboratrice du laboratoire, en fait, depuis la création du laboratoire en 2006. Ses intérêts de recherche portent notamment sur l'histoire de la consommation, sur le commerce, et elle a mené plusieurs projets au sein du laboratoire qui touchent au commerce de proximité, notamment au 20e siècle. Et elle collabore avec Justin sur des projets de recherche liés au patrimoine et à l'histoire de Mémoire du Myland depuis plusieurs années. Donc, je pense que nous sommes entre bonnes mains aujourd'hui avec ces deux personnes qui peuvent répondre à des questions à propos de la présentation. Et donc, je vais céder la parole à Justin. Je vous rappelle le titre de la présentation, c'est « Histoire à la carte dans le Myland, la sélection de l'histoire illustrée et interactive ». Voilà. Alors, merci Joanne pour l'introduction et bonjour tout le monde. Histoire à la carte dans le Myland, deux sens à la carte parce que justement, l'histoire illustrée interactive du Myland, c'est un projet où on choisit des petits épisodes des sites individuels sans nécessairement chercher le fil conducteur auparavant. Et aussi parce que pour qu'on se retrouve dans cette collection de sites différents, tout est l'interface principale, en fait, l'accès principal pour les utilisateurs, pour les gens qui veulent lire ce qu'on a écrit, c'est en passant par une carte géographique. Donc, je vais juste dire quelques mots d'abord sur Mémoire du Myland. On est l'une des nombreuses sociétés d'histoire locales à Montréal fondées après le 350e anniversaire de la ville. En fait, Mémoire du Myland date de 2003. On a eu les lettres patentes pour devenir une vraie OSBL en 2011. Et l'organisme est partenaire du laboratoire donc, depuis 2014. Ça a été le lieu d'incubation on a couvé 2 livres. Yves Desjardins, également un membre de longue date de l'organisme, a écrit son histoire du Myland et c'était une collaboration très intéressante. Lui qui avait ses recherches, l'organisme qui avait les siens, puis on a tout mis ensemble pour qu'il puisse faire un livre encore plus intéressant. Et puis moi-même, j'ai lancé le dictionnaire historique du plateau Mont-Royal avec Yves et 3 autres auteurs, dont Jean-Claude Robert du laboratoire. Aussi basé sur les connaissances qu'on avait acquises en faisant nos activités de mémoire du Myland. Les activités en question, bon, on fait surtout des visites à pied dans le quartier
quand il fait beau, pour montrer toutes sortes d'aspects du passé et enfin du présent aussi. On essaie de faire les visites selon les intérêts du moment sur des thèmes qui résonnent, mais évidemment, il y a quand même beaucoup de, de sujets historiques, patrimoniaux et architecturaux. On fait aussi des conférences à la bibliothèque municipale, donc la succursale de la bibliothèque dans le Myland, la bibliothèque Mordecai Richler. On participe aux consultations publiques qui touchent le quartier. On collabore aussi avec les autres groupes communautaires dans le quartier pour intervenir dans les débats d'actualité. Donc, une société d'histoire qui se veut engagée en même temps. Et puis, à part ces activités qui ont été, je dois dire, fortement réduites ces 2 dernières années, nous avons comme outil de communication principal le site Web qui agit comme une sorte de collection de tout ce qu'on a fait dans le passé. J'aurais dû mettre l'adresse, c'est mile-end.qc.ca. Ou sinon, vous faites une recherche Google pour Mémoire du Myland, puis vous tombez dessus tout de suite. Mais aussi, on essaie depuis plusieurs années maintenant d'accumuler des connaissances sur le quartier et de les sauvegarder sur le site Web, dont la plupart sont les articles qui appartiennent à notre histoire illustrée interactive du Myland. Donc, l'histoire illustrée interactive, c'est un projet c'est un projet initié par Mémoire du Myland en collaboration avec le laboratoire depuis, depuis 2016. Mémoire du Myland a eu également un financement initial du programme de soutien à la diffusion du patrimoine montréalais, le programme qui a changé de nom maintenant, mais c'est le programme qui donne de l'argent venant du ministère de la Culture et des Communications du Québec, administré par la Ville de Montréal pour encourager les organismes culturels et dans le patrimoine, comme les sociétés d'histoire, à faire des projets intéressants. Donc, ça nous a permis de démarrer le projet, de faire la programmation du site Web et aussi de peupler notre collection un peu mieux que ce qu'on allait faire avec le laboratoire. Parce que le laboratoire, en fait, c'est une collaboration plus en détail et plus lent. Bon, pour continuer, donc, le projet a été dévoilé au public en décembre 2016 et depuis ce temps-là, il y a toujours plus de contenu qui est ajouté, pas vraiment à un rythme régulier. Quand on a quelque chose de plus à ajouter, on l'ajoute. Et normalement, on l'annonce aussi sur Facebook pour attirer un peu d'attention. Donc, qu'est-ce qu'on fait avec cette carte et ces textes? C'est de la documentation d'édifices intéressants du quartier localisés sur la carte. Intéressant, j'ai mis en italique parce que, bon, justement, qu'est-ce qui est intéressant? Je vais en parler un peu plus loin. C'est très subjectif comme critère. On n'a pas de programme pour tout identifier comme il faut, mais on essaie quand même que intéressant soit intéressant pour toute une série de raisons. Et comme j'ai dit tantôt, la carte, donc c'est l'index du projet, c'est ce qui permet d'entrer dans la matière, mais c'est aussi une sorte de coup d'œil qui permet de résumer l'ensemble de ce qui a été fait. Je mentionne les antécédents, c'est-à-dire où est-ce qu'on a eu cette idée. Susan Bronson, qui était longtemps, qui est l'une des fondatrices de Mémoire du Myland, qui a été longtemps active avec l'organisme, elle a enseigné il y a une quinzaine d'années à la maîtrise en conservation du patrimoine bâti à l'Université de Montréal. Et elle faisait faire avec ses étudiants des études de bâtiments le long du boulevard Saint-Laurent, dans le Myland et plus au sud. Et cela a permis de réaliser des panneaux en collaboration avec les étudiants, en collaboration aussi avec les Amis du boulevard Saint-Laurent et Mémoire du Myland, donc 2 organismes intéressés par ce genre de choses. Et puisque je participais aux 2 organismes en même temps que Susan, et j'ai vraiment apprécié cette façon de faire de l'histoire détaillée, j'ai voulu poursuivre avec le même genre de choses, mais sur le web plutôt qu'avec des panneaux, parce que les panneaux physiques sont plutôt problématiques dans le long terme, entretien, disparition, dommages, toutes sortes de problèmes. Aussi, je pourrais mentionner le musée du Montréal juif, qui a commencé comme musée interactif du Montréal juif, qui a été lancé peu avant
notre projet. Et le Musée de Montréal juif, puisque le Myland a été un quartier très important pour la communauté juive de Montréal dans les années 1920, 30, 40, et un peu de chaque côté aussi. Alors, la carte interactive, excusez-moi, du Musée de Montréal juif contenait beaucoup de lieux dans le Myland et ça aussi, donc j'avais tendance à le consulter et c'était notre élément d'inspiration. Je mentionne aussi le DHPMR, c'est-à-dire le Dictionnaire historique du plateau Montréal, parce que on était en train de travailler sur le dictionnaire en même temps qu'on était en train de lancer le projet de la carte interactive. Et donc, il y a une alimentation dans les deux sens. Il y a certaines capsules qui sont affichées sur le site web et la carte interactive qui ont été tirées directement du dictionnaire avec la permission de l'éditeur. Et il y a certains articles dans le dictionnaire qui avaient leur source dans des articles qu'on avait écrits pour le site web. Donc, voilà. Bon, maintenant pour parler de la collaboration avec le laboratoire. On a eu 5 phases jusqu'à date. La 5e phase est en cours en ce moment. Et parmi ces années, nous avons travaillé avec 3 agents de recherche. L'idée étant qu'on ne peut on doit travailler avec des étudiants ou des étudiantes et une fois leur mémoire de maîtrise ou leur thèse de doctorat déposée, on n'a plus accès à leurs services. Donc, Valérie Wagner a travaillé avec nous une fois, puis après elle a déposé. Rachel Boisclair a pu travailler avec nous 2 fois et Marjolaine Poirier est en train de travailler avec nous pour la 2e fois. La chercheure collaboratrice au laboratoire, comme on a dit, c'est Michel Como. Et Michel donc fait l'encadrement plus serré avec l'agente de recherche et elle valide les travaux soumis. Ensuite, pour chaque phase du projet, on a choisi 3 lieux. Enfin, initialement, je pensais, bon, on va pouvoir faire 5 ou 8, mais non, finalement, pour être réaliste, chaque fois, quand on a décidé de travailler sur 3 lieux, on a réussi à faire 3 études très intéressantes. Et justement, c'est ça la grande différence entre ce que Mémoire du Myland ferait seul, contrairement à ce que Mémoire du Myland fait avec le labo. On a le temps et on a le soutien d'agents de recherche pour aller plus en détail et faire quelque chose un peu plus touffu. Donc, avec un contrat de 150 heures, ça nous permet de passer vers 3 lieux, faire la recherche et la rédaction. Par la suite, une fois validé par Michel, moi-même, comme personne de Mémoire du Myland, je passe en arrière pour faire des révisions, pour harmoniser le style avec les autres textes, pour ajouter parfois mes propres grains de sel. Bref, on essaie d'arriver à la fin à quelque chose qui représente l'ensemble de ce que nous avons pu découvrir ensemble. La phase, donc les 3 premières phases sont déjà sur le site. La phase 4 qui a été terminée l'année passée attend sa révision finale et donc sera publiée sous peu. 3 sites, la maison Cornelius Lodge, si vous n'en avez jamais entendu parler, c'est parce que justement ce n'est pas un lieu historique reconnu, mais nous allons vous le présenter bientôt et vous allez le reconnaître pour l'avoir vu en passant sur la rue de Grand-Pré. L'imprimerie Ronalds sur l'avenue du Parc, enfin là, je devrais dire l'ancienne imprimerie, et puis l'ancienne synagogue Poil Zedek qui était sur la rue Saint-Urbain près de Jean Talon. La phase 4, en fait, son thème était d'explorer un peu les extrémités du quartier et nous avons débordé du terrain classique du Myland qui se restreint au territoire entre l'avenue du Mont-Royal et la voie ferrée du Canadien Pacifique au nord, ensuite la rue Hutchison à l'ouest, donc la limite d'Outremont, et à l'est, le côté est de l'avenue André-Julien. La maison Lorge se trouve un tout petit peu trop loin à l'est, donc c'était à l'extérieur de la limite de la municipalité de Saint-Louis-du-Myland au 19e siècle. L'imprimerie Ronalds était dans la municipalité de Saint-Louis-du-Myland, mais se trouve au nord de la voie ferrée, donc dans ce qu'on appelle plus aujourd'hui le Milex. Et la même chose pour la synagogue Poil Zedek. Mais on avait des raisons, on trouvait que les 3 étaient intéressants, représentatifs pour différentes raisons et on voulait justement, dans cette phase 4,
élargir les bornes un petit peu. La phase 5, actuellement en cours, va traiter d'un bâtiment tellement évident que je me demande pourquoi on ne l'a pas déjà fait. C'est la Philips Electrical Works, ou sinon appelée aussi, pardon, la compagnie qui l'occupe aujourd'hui s'appelle Capitol. Ça se trouve sur le côté nord de la voie ferrée, coincé contre le viaduc Rosemont-Van Horn. Ensuite, un bloc d'appartements qui s'appelle Queen Mary, qui se trouve sur la rue Hutchison, assez loin au sud, presque l'intersection de l'avenue du Mont-Royal. Et finalement, une omission qu'il fallait réparer. On n'a pas encore parlé d'éléments de la communauté grecque du Myland, qui a quand même été extrêmement importante dans les années 60, 70, 80. Et donc, on a choisi une église grecque orthodoxe. Donc, ça, c'est ce qui s'en vient. Voilà. Et ce que je montre ici, donc, c'est un extrait de la liste qui apparaît sous la carte avec les résultats des 4 premières phases. Les sites des 4 premières phases qui ont été faits en collaboration avec le laboratoire. Vous remarquerez dans la colonne de gauche, on a les icônes. Ça, c'est une caractéristique enfin, il faut indiquer les bâtiments sur la carte d'une certaine façon. Puis, le système cartographique que j'ai choisi qui s'intègre avec WordPress, le système de publication web, notre système de carte permet de mettre n'importe quelle icône qu'on veut et fournit un ensemble d'icônes. Ce qui fait que c'était très, très facile, en fait, de choisir des icônes basées qui représentent les fonctions des édifices. Comme ça, donc, vous voyez que nous avons une sorte de tendance à aimer les usines, je pense, les bâtiments industriels. On a aussi des bâtiments commerciaux et résidentiels. Mais avant de passer aux fonctions des différents édifices, je vous donne juste, voici la cartographie donc, des 12 sites des 4 premières phases qu'on a fait avec le laboratoire. Donc, vous voyez, on va de l'avenue du Mont-Royal jusqu'à la voie ferrée. Et même avec ce petit échantillonnage, 3 sites fois 4 phases, on a essayé de se repartir à travers le territoire. Mais en fait, c'est seulement une petite partie de ce qui se trouve au complet dans le projet, car voilà donc le résultat quand on regarde l'ensemble de ce qui a été mis dans la carte interactive depuis le début. Je vais vous montrer le site live plus tard, donc on va avoir une meilleure idée de comment ça fonctionne. Juste pour expliquer les cercles avec les chiffres, c'est évidemment la convention de quoi faire quand on a plusieurs points qui sont très, très rapprochés. Et quand on utilise la fonction zoom, on avance puis on voit les points se distinguer. Donc, d'ailleurs, là, on ne voit pas Poil-Zedek parce que c'est pas mal loin par là sur la carte. Il faudrait déplacer la carte pour le voir. Et on ne voit pas non plus l'usine Ronalds qui se trouve ici parce que ce n'est pas encore disponible. Voilà, les sites, comme j'ai dit l'année passée, vont arriver bientôt. Donc, cette classification de fonctions, en fait, jusqu'ici, on a 73 lieux qui ont été documentés. Et là, j'ai mis la liste de classification selon la séquence assez arbitraire qui est affichée sur la carte quand on regarde la liste au complet. En fait, faute d'avoir créé des classifications plus intelligentes, c'est quelque chose qui doit être fait parce que là, avec 73, on se perd. Mais quand même, avec la classification est organisée par ordre alphabétique du nom de l'icône. D'habitude en anglais, ce qui fait que disons que ça n'a pas beaucoup de sens comme liste, sauf pour montrer la diversité des choses. Donc, 4 blocs d'appartements, une banque. On a besoin de mettre d'autres banques parce qu'il y en a pas mal d'autres qui sont d'intérêt. 4 auberges ou bars, 3 grandes maisons, grandes demeures, une confiserie, 4 églises, 4 salles de cinéma, etc. On a même un bordel, on a une gare, un dépotoir, on a une institution de services sociaux qui est l'ancienne institution des sourds
des sourds-muets qui a commencé dans le Myland. On a un hôpital jamais construit, etc., etc. Donc, on a toute une série de différentes choses. Je dois dire que pour aider un petit peu avec la classification, les couleurs, les icônes sont quand même, font des groupes qui font en sorte que tout ce qui est résidentiel, par exemple, va être en jaune. Mais clairement, avec autant de lieux, il est temps de mettre des façons de classer les choses parce que ça commence à être un peu difficile à se retrouver, surtout si on veut se concentrer sur un type de bâtiment plutôt qu'un autre. Bon, maintenant, on arrive aux critères de choix. Pourquoi est-ce qu'on a choisi ces 73 lieux? On voulait que ce soit un échantillage assez représentatif de différents points de vue. Si c'est représentatif ou non, c'est une question ouverte. Je pense que quand on commence à avoir autant de lieux et quand on continue à en rajouter, ça devient de plus en plus représentatif avec le temps, mais il y a sûrement des lacunes aussi à remplir et ça, c'est quelque chose qu'il faut juste veiller à penser à différentes oublis et les réparer. Donc, on cherche différentes fonctions. On les a déjà vues, toutes sortes de fonctions résidentielles, commerciales, institutionnelles, industrielles. On vise une répartition géographique à travers notre territoire et même en poussant les limites vers l'extérieur ou vers la partie un peu délaissée au nord de la voie ferrée. On cherche des lieux associés aux différentes communautés qui ont vécu dans le quartier. Ça, pour le Myland, c'est très important parce que ce n'est pas un quartier qui est devenu multiculturel ou interculturel dernièrement. C'est un quartier qui, dès sa construction, dès son urbanisation à la fin du 19e siècle, était déjà un lieu de cohabitation de gens de différentes origines. Il faut dire qu'à l'origine, c'était surtout les Canadiens français catholiques et les anglophones protestants, mais rapidement, il y a eu des Irlandais catholiques et bien sûr la communauté juive. Et par la suite, et surtout après la Deuxième Guerre mondiale, c'était même pendant quelques années le quartier de prédilection pour les gens qui arrivaient au Canada par Montréal, et donc un quartier très multiethnique. C'est moins le cas aujourd'hui. Et puis aussi, avec tous ces choix, ces critères qui essaient de répartir le choix sur une variété représentative, il y a toujours l'intérêt architectural. C'est pas que on choisit des beaux monuments nécessairement, ni qu'on exclut un bâtiment parce qu'il est plutôt ordinaire, mais l'idée c'est que si un bâtiment a des caractéristiques architecturales intéressantes, ça attire l'attention et on veut savoir plus là-dessus. Et il y a toujours presque toujours une petite étude architecturale dans le texte qu'on fait sur le lieu. Mais avec tout ça, la question ensuite devient, est-ce que cette façon de faire l'histoire en choisissant de façon dirigée, mais pas très bien encadrée, disons, parce qu'on n'a pas de tableau de critères qu'il faut remplir, est-ce que cette façon de faire l'histoire, donc par échantillonnage subjectif presque, est-ce que ça nous permet de faire de l'histoire vraiment? Est-ce que ça nous permet de connaître des choses sur le développement du quartier? Et c'est là où je vais essayer d'expliquer pourquoi je crois que oui, malgré les lacunes ou les faiblesses, qu'on arrive à contribuer aux connaissances et même à pousser à corriger certaines choses. Parce que finalement, bon, quand on choisit des lieux qui, par exemple, on choisit une école primaire, et quand on va donc faire une étude autour de notre école pour savoir qui étaient les élèves, qui étaient les familles qui étaient desservies par cette école et quelles sont les communautés qui étaient à proximité, qui étaient représentées par cette école, ce genre de choses finit par confirmer ce qu'on pensait déjà savoir. On a eu une assez bonne correspondance entre les
les grandes lignes de l'histoire déjà connue, par exemple, ce qu'on trouve dans l'histoire du Myland d'Yves Desjardins, ou dans même les études antérieures. Et on a donc plus de données pour appuyer les grandes lignes qu'on savait déjà. En même temps, si on a une supposition ou une sorte de ouais, une façon de voir les choses qui est basée sur ce qu'on raconte dans le passé. Et puis, en faisant ces études de bâtiment, on trouve que finalement, c'est difficile à confirmer cette chose-là. On va pouvoir à la longue corriger ce qui était faux. Ce qu'on corrige, en fait, ça va surtout être des éléments spécifiques pour les bâtiments plutôt que des grandes généralités. Mais encore une fois, si on finit par avoir assez d'informations qui montrent qu'il y avait des courants oubliés de l'histoire du quartier, on va quand même, à la longue, découvrir que ce n'était pas tout à fait comme on pensait. Disons que c'est surtout que ça va faire évoluer et enrichir la perception générale de l'histoire du quartier. Un exemple que je pourrais donner, c'est qu'on savait toujours qu'il y avait des carrières de pierre grise dans le Myland au 19e siècle, parce que c'est justement le lieu d'où vient la pierre grise utilisée pour la construction de l'église Notre-Dame dans le Vieux-Montréal et par la suite de bien d'autres bâtiments. En étudiant de plus en plus de lieux, on découvre de plus en plus de carrières et donc on finit par comprendre que les carrières étaient plus nombreuses et couvraient une plus large étendue du territoire de ce qu'on pensait, que c'était vraiment un phénomène encore plus grand que ce qui était soupçonné. On découvre des personnages et là, c'est la grande force de cette approche, c'est que chaque fois qu'on regarde en détail comment fonctionne un bâtiment, on va découvrir nécessairement les personnes qui étaient impliquées à son érection, souvent les maîtres d'œuvre, évidemment les architectes et parfois les communautés auxquelles appartiennent ces personnes. Donc, on découvre pas mal de personnages. Un personnage qui revient souvent dans notre étude, c'est l'architecte Joseph Perrot. Le nom Perrot est assez connu dans l'histoire architecturale de Montréal, surtout pour Henri Maurice, arpenteur, enfin, pas vraiment architecte, mais surtout arpenteur, ou Maurice Perrot, qui était un architecte qui a fait des bâtiments assez importants. Mais Joseph Perrot, lui, était moins connu. C'est qu'il était un architecte très important dans le quartier Myland. Et c'est lui qui a fait la plupart des manufactures qui ont été construites dans la première décennie du 20e siècle. Il a fait aussi plusieurs bâtiments résidentiels, généralement des maisons plus de luxe. Et sa maison personnelle sur l'avenue du Parc est toujours là aujourd'hui. C'est devenu le coop d'habitation de Châtelet. Donc, ça, c'est juste un exemple d'un personnage qui, à force de le retrouver ici, là et partout, on finit par avoir un plus grand, un meilleur portrait de son œuvre et on voit à quel point il était important dans le quartier à cette période-là. Et évidemment, des événements aussi. On a certains points épinglés sur la carte sont moins des bâtiments en soi que plutôt des secteurs où il y avait un événement important. Donc, ça nous donne d'autres textures et d'autres détails sur la vie du quartier dans le passé. Maintenant, ce que je vous propose de faire pour quelques minutes avant de passer aux questions, c'est de montrer à quoi ça ressemble, parce que là, c'est peut-être un peu difficile. Je parle depuis 25 minutes un peu dans le vide autour d'une carte et des textes mystérieux. Alors, quand on va sur le site Mémoire du Myland, dans le menu principal, on peut déjà cliquer sur carte historique et ça nous amène sur la carte dans sa configuration de base.
Donc, ça, c'est à peu près la même chose que ce que je vais vous ai montré tantôt comme image de tout ce qui existe. Et si on clique sur un de ces chiffres qui regroupe plusieurs points, bon, ça va donc, voilà, ça nous montre les 3 qui étaient cachés derrière. D'ailleurs, en faisant un petit zoom comme ça, on est maintenant à un niveau plus confortable pour explorer, même si ça ne nous donne plus le coup d'œil total. On peut aussi agrandir la carte, mais je ne vais pas le faire maintenant au cas où il y a un problème. Je n'ai pas testé ça dernièrement. Alors, donc, ça, c'est les icônes qui montrent les lieux. Chaque fois qu'on met le curseur au-dessus, ça donne le titre du lieu. Et si on clique, on a une petite fenêtre qui donne une image pour voir de quoi il s'agit vaguement, avec le nom et les données de base. Donc, juste en se promenant sur la carte, à cliquer sur des icônes, on peut déjà avoir les informations de base. Bon, là, le cinéma Verdi, c'est peut-être pas le meilleur exemple à cause de sa photo. Mais voilà, l'édifice Spec, par exemple, occupé aujourd'hui par Ubisoft, ressemble à ça. Dans tous les cas, on peut cliquer sur l'icône de l'image ou encore sur le titre pour passer au texte détaillé. Donc, voici, ça, c'est l'un des textes qui a été fait dans le cadre du partenariat avec le laboratoire. Et donc, c'est un texte qui est relativement long. Les textes qu'on a fait avec le laboratoire sont en général un peu plus longs que les autres. Voilà. Et donc, c'est comme ça. À chaque fois qu'on a fini de lire le texte, il faut tout simplement revenir en arrière dans son navigateur web pour retrouver la carte là où on avait laissé. Voilà, la carte du Myland. Et donc, on essaie toujours d'avoir au moins une image et, si possible, plusieurs pour bien illustrer les choses. Donc, voilà. Et si je montre un exemple d'un événement, là, on a l'hôtel de ville avec le caserne de pompiers. Ironie, c'était juste à côté qu'on a un événement d'un grand sinistre en 1977, incendie qui a dévasté tout un îlot, qui fait partie en fait d'un phénomène assez problématique dans les années 70 et 80 dans le quartier. Voilà les photos tirées des journaux d'époque et la description de tout ce que ça nous a fait. Ah oui, je voulais aussi peut-être prendre un dernier exemple. On a travaillé donc sur l'école Edward VII, sur l'avenue de l'Esplanade dans le Nord. Et ça, c'est un sujet qui est assez intéressant. Ça nous a ouvert la voie à d'autres sujets insoupçonnés. C'est une école anglophone protestante, mais étant donné que la communauté anglophone de souche, c'est-à-dire les Anglo-Canadiens de naissance ou les gens venus récemment de la Grande-Bretagne, donc qui étaient assimilés à cette communauté anglo-protestante du début du 20e siècle, cette communauté-là a en général quitté le quartier très tôt. Donc, cette école construite en 1912, sa communauté de base était 10 ans plus tard en train de partir, puis il n'en restait plus beaucoup après la Première Guerre mondiale. Et donc, ça permet de voir en fait qui allait à l'école anglaise dans le quartier après que c'est devenu un quartier soit quartier de dominance juive, soit quartier d'immigration. Et justement, Édouard VII, ce n'est pas vraiment une école qui a été fortement fréquentée par les élèves juifs, mais c'est devenu l'école des élèves, surtout grecs, après la Deuxième Guerre mondiale. Quoi qu'il en soit, quand arrive la loi 101 en 1978, une école anglophone protestante qui n'a presque plus de comité de souche ne peut plus recevoir les gens qui viennent d'arriver. Et donc, on voit que
l'école doit se transformer en école, enfin, ajouter d'abord un programme français, ensuite se transformer en école francophone, ce qui fait que l'édifice aujourd'hui appartient à la Commission scolaire de Montréal et pas à la Commission English Montreal. On voit aussi au fur et à mesure que l'immigration varie entre grec et italien. Alors, quand il y a plus d'immigration grecque, il y a plus d'élèves dans l'école protestante, et quand il y a plus d'immigration italienne, il y a plus d'élèves dans l'école catholique anglophone, qui était seulement quelques peu plus loin. Et donc, on voit la dynamique de la bataille entre les écoles de différentes confessions dans toute cette période avant, finalement, l'ère des nouvelles commissions scolaires linguistiques en 1998. L'autre point intéressant qu'on a pu voir à travers l'histoire de cette école, c'est à quel point, là, au nord de la rue Bernard, entre Bernard et la rue Van Horn, le quartier manquait d'espace vert, et ce sont des parents d'élèves qui fréquentaient cette école qui ont fait toutes sortes de manifestations, de demandes à l'hôtel de ville pour essayer d'avoir plus de parquets, plus d'espace de jeu. Voilà, avec ça, donc, je vais arrêter de parler et je vous remercie de votre attention et on passe maintenant aux questions. Est-ce que je peux rajouter quelque chose? Oui, certainement. Oui, bien sûr. Est-ce que vous m'entendez? Oui, Michel, on t'entend. OK. Bien, je voulais juste peut-être préciser que pour les 5 projets où moi j'ai participé, là, donc une quinzaine de sites, quand Justin dit qu'on a contribué quand même à augmenter les connaissances sur le sujet. Moi, je voulais juste rappeler que pour les 150 heures qui étaient allouées, je pense qu'on n'a pas chômé. Quand je dis on, c'est aussi l'adjointe de recherche, parce qu'à chaque fois, on a fouillé quand même pas mal de sources dans chacun des sites. Par exemple, le registre foncier, les cartes, les choses de la Ville de Montréal, la valeur locative, rôle d'évaluation, level, différentes archives, journaux. Donc, je tenais à souligner là, que la recherche de base était quand même, évidemment, en 150 heures, ce n'est pas une thèse de doctorat, mais quand même, il y a eu quand même pas mal de documentation enfin, qui est sortie pour chacun des sites. Que ça ne paraît pas nécessairement sur la carte parce qu'on a tout ça consigné ailleurs dans des belles notes de bas de page, mais ça a été fait en tout cas. Oui, j'aurais dû parler de sources, donc merci beaucoup d'avoir mentionné ça, c'est très important. Et surtout, en fait, ça me donne l'occasion peut-être de dire que si j'ai mis en doute la contribution du projet, c'est seulement pas dans la qualité ou la profondeur de la recherche, mais seulement parce que nos choix de sites sont un peu parfois capricieux. Mais justement, que puisqu'on fait puisque les étudiantes avec Michel ont fait des recherches très solides, on arrive donc à obtenir des informations fiables et voilà, qui font des morceaux de connaissances de toute l'histoire du quartier. Merci Justin et Michel pour ces précisions. Il y a une question qui a été posée lors de la présentation, si je peux me permettre. Donc, c'est Monsieur Saint-Germain qui posait dans l'icône de recherche, j'imagine, du site, peut-on trouver des informations qui n'apparaissent pas dans la carte? Donc, comment ça fonctionne pour les autres informations agglomérées là, sur le site? Oui. Bon, si on fait une recherche Google avec une restriction sur le site, ou si je n'ai pas essayé d'utiliser la fonction de recherche sur le site dernièrement, j'espère que ça fonctionne. Effectivement, on va trouver, des informations qui sont dans d'autres articles. La majorité, en fait, je devrais dire à peu près tous les articles sur le site qui parlent d'un lieu précis sont probablement épinglés sur la carte maintenant. Et que les articles qui restent, qui sont de nature historique, qui ne sont pas accessibles à partir de la carte, c'est probablement parce que ce sont des articles plus généraux qui parlent de tout
un territoire plutôt qu'un lieu spécifique. Et le reste du contenu du site, c'est des comptes rendus ou des annonces pour des activités. Donc, ça ne fait pas partie du contenu historique. Merci. Il n'y a pas d'autres questions dans le clavardage. Si jamais des gens veulent en poser spontanément en levant la main, ou je ne sais pas si Joanne avait une question également en complément. Je vois qu'il y a quelqu'un qui vient de lever la main. Je ne sais pas, Justin, peux-tu cesser de partager à moins que, en tout cas, partager l'écran pour que ce soit plus facile de voir si des gens ont des questions. Je pense qu'il y a Mme Sauvé qui avait une question. Alors moi, je suis Christiane Sauvé, donc moi, je suis animatrice d'un club de marche qui s'appelle Montréal à pied. Et donc, on visite les quartiers. Je voulais savoir si vous aviez un parcours pédestre qui partirait d'un point A à un point B, préférablement des stations de métro, et un parcours qui nous ferait voir les principales attractions du Mont-Hélène au point de vue architectural, histoire et tout ça. Est-ce que ça existe? Bon, nous n'avons pas publié d'itinéraire de visite guidée. Nous en avons beaucoup développé. L'organisme offre les visites, enfin, quelques-unes cet été, mais normalement, on offre pas mal de visites. Ce serait, enfin, okay. C'est quelque chose qui vaudrait la peine probablement de faire dans l'avenir, c'est de suggérer des itinéraires. Oui, suggérer des itinéraires à pied, parce qu'il y a de plus en plus de clubs de marche dans les centres communautaires, puis on veut découvrir Montréal, on veut découvrir les quartiers de Montréal, alors ça nous prend des parcours. On a les randonnées pédestres de Guy Pinard, je ne sais pas si vous connaissez ça, les randonnées pédestres de Guy Pinard. Alors ça, mais ça fait certains quartiers patrimoniaux là, qui sont très bien développés, mais tout ce qui est au nord, on n'a rien. On n'a pas d'informations qui nous donneraient un parcours avec des informations sur... Alors, deux choses. Si vous voulez faire une visite avec un animateur, avec un guide, alors vous pouvez contacter Mémoire du Mont-Hélène et on peut vous arranger une visite sur mesure. Oui. Et sinon, avec la carte interactive, en fait, ce que ça permet de faire, c'est d'avoir une idée de ce qui existe sur le terrain et de choisir vous-même les éléments qui vous intéressent si vous voulez composer votre propre visite. Mais effectivement, pour l'instant, on n'a pas publié d'itinéraire, mais ça pourrait bien se faire à l'avenir. Ça serait une bonne idée. Voilà. Merci. Alors, pour la session, est-ce que vous en faites durant l'hiver? Parce que notre session d'automne est pleine, mais est remplie, mais on va avoir une autre session en 2022. Il faudrait juste nous écrire, puis on peut en discuter. L'adresse info@mile-n.qc.ca. Voilà. Info. Merci beaucoup. Il y a une question dans la conversation de Simon Côté-Lapointe qui demande, peut-être qu'on pourrait revenir à la carte, Justin. Quelle est l'option Gold cadastrale dans l'interface? Ça, c'était justement ma surprise que j'ai négligé de montrer malgré le fait que c'est tout nouveau. Donc, il était mon intention depuis longtemps de pouvoir faire des filtrages par date, ce qui n'est toujours pas là, mais il faut juste l'ajouter. Et l'idée était ensuite de pouvoir combiner un ensemble de lieux identifiés avec un fond de carte différent. Et donc, l'infrastructure du site a été choisie dès le début pour pouvoir utiliser des fonds de carte différents. Alors là, j'ai enfin ajouté justement la carte cadastrale de Gold publiée entre 1912 et 1914. Et bon, seulement la partie Mont-Hélène, donc quand on arrive à la limite d'Outremont, c'est le vide, mais cela permet donc de voir nos points d'intérêt dans le contexte du cadre bâti de 1914. Et un peu plus avoir l'impression d'être dans le passé. La qualité en ce moment n'est pas très bonne, mais une fois que j'aurai trouvé assez de
puissance informatique pour traiter des images très, très grandes, je voudrais bien mettre une meilleure résolution. Quand même, on voit par exemple ici que l'édifice Peck, justement, c'est un gros bloc rose sur la carte de 1914 parce que ça existait à cette époque et c'est ça que c'était. Puis j'ai mis aussi Fortification Survey, qui est une carte topographique faite par l'armée britannique à partir de 1869. Et donc ça permet de voir... bon, le problème, c'est qu'il faudrait vraiment filtrer les choses qui n'existaient pas, mais ça permet de voir comment, par exemple, il y a eu des lacs créés par des anciennes carrières, que Saint-Enfant-Jésus, l'église qui est juste ici, voilà, avait d'autres anciennes carrières derrière, que le central téléphonique sur le boulevard Saint-Joseph a été construit sur du remplissage d'une ancienne carrière, et la même chose pour la manufacture de chemises devenues l'offre présidentielle dernièrement, etc. Donc, c'est quand même amusant, si rien d'autre, de pouvoir voir à quoi ressemblait l'environnement des lieux à des moments différents et parfois très utiles. Véronica, j'aurais une question s'il n'y a personne d'autre qui attend. Alors, justement, comme vous vous intéressez à des bâtiments qui existent toujours, en fait, je me demandais si les propriétaires de ces bâtiments collaborent avec vous, parce qu'on sait que parfois, pour avoir accès à des documents intéressants, permis de construction, autre chose que l'approbation de l'occupant actuel et du propriétaire actuel est requis. Donc, quel genre de collaboration avez-vous avec les propriétaires des bâtiments que vous étudiez? Pour l'instant, nous n'avons pas essayé de travailler avec les propriétaires et donc nous avons travaillé sans documents de ce genre-là. Il faut dire que de toute façon, si c'est des documents qui auraient dû être conservés à la ville et que le bâtiment a été construit avant 1922, alors les documents n'existent plus de toute façon. Et ça, c'est le cas déjà d'une grande partie de ce qu'on... Parce que la période de construction du quartier, c'est surtout entre 1895 et 1930 à peu près. Et donc, la plupart de cette période tombe avant l'incendie de l'hôtel de ville. Donc, notre recherche est surtout faite à partir de choses qui sont publiquement accessibles et qui n'ont pas été brûlées dans l'incendie de l'hôtel de ville. Ça veut dire les rôles d'évaluation pour la taxe d'eau, le registre foncier, et même enfin les annuaires Lovell sont très, très, très utiles pour donner le contexte et situer quand un bâtiment arrive pour la première fois, et évidemment les cartes anciennes. Et nous n'avons pas encore non plus essayé vraiment de faire une étude intérieure d'un bâtiment, sauf pour des industries ou des bâtiments qui ont été décrites. Mais pour les maisons, on n'a jamais vraiment fait une étude intérieure d'une maison. Merci. Il y a deux autres questions peut-être pour conclure. Il y a Léon Robichaud qui demande est-ce qu'un tel projet est transposable à d'autres quartiers ou est-ce que le Myland a des particularités qui ont facilité les succès du projet? Je pense qu'on pourrait le faire plus ou moins exactement dans n'importe quel quartier central de Montréal parce que je ne crois pas que le Myland est particulièrement spécial. C'est un quartier qui a été, bon, presque tout notre territoire, si on ne parle pas si on ne déborde pas trop, donc tout notre territoire, c'est quelque chose qui a été annexé à Montréal en 1910, ce qui fait que le contexte n'est pas pareil dans des quartiers qui faisaient plus longtemps partie de Montréal ou qui ont été annexés plus tard. Mais étant donné ce que je viens de dire, en fait, qu'on n'a pas vraiment consulté les documents
de permis qui ont été perdus à Montréal. Alors ça, c'est moins important. Et je ne sais pas, peut-être que c'est des quartiers qui faisaient depuis plus longtemps partie de Montréal auraient peut-être une documentation un peu plus riche même parce que l'inclusion des archives, des municipalités annexées dans les archives de Montréal a toujours été un peu approximatif et Montréal avait en général de meilleurs systèmes de gestion que les municipalités annexées. Mais bon, bref, nous, le Mile-End est un quartier comme les autres et je ne pense pas que c'est particulièrement spécial. Merci, Justin. Puis, il y avait une question. Peut-on trouver sur la carte interactive la localisation des bâtiments patrimoniaux aujourd'hui disparus? Ça, c'est une question intéressante. Il y a quelques exemples, très peu, mais parce que nous n'avions pas, contrairement aux inventaires, par exemple, du Vieux-Montréal, qui ne parlent que des bâtiments existants, nous ne sommes pas donné cette règle. Ce qui fait que si vous regardez, par exemple, je vais juste montrer ça. Si vous regardez l'intersection de Mont-Royal et Saint-Laurent, qui est ici, non, pardon, ça c'est Saint-Joseph, qu'est-ce que je dis? Voilà, si vous regardez ici, donc on a une symbole auberge avec un verre de bière au coin de Saint-Laurent et Mont-Royal, et ça c'est un bâtiment détruit en 1902. Donc, il existe quelques articles pour des choses qui ne sont plus là. Et on vient d'ajouter même un point pour un bâtiment qui n'a jamais existé. Yves Desjardins a écrit sur l'hôpital civique qui était prévu pour la partie nord du parc Jeanne-Mance en 1902, mais à cause de toutes sortes d'oppositions, on a décidé plutôt de construire les hôpitaux ailleurs. Donc, il n'y a rien qui empêche de mettre des points pour des choses qui n'existent plus. Et j'ai évoqué le problème qu'avec maintenant que j'ai 73 points, il commence à être un peu difficile à se retrouver là-dedans. Mais je voulais justement ajouter un filtrage chronologique en plus d'un filtrage fonctionnel. Et j'ai la capacité dans le système cartographique de mettre des dates d'apparition et de disparition pour tous mes points. Donc, l'expansion vers quelque chose qui inclurait plus de bâtiments qui ont existé dans le passé, qui les montrent apparaître et disparaître, c'est certainement possible. Disons qu'on a toujours trop de bâtiments existants qui n'ont pas encore été explorés, mais on est ouvert à ajouter des bâtiments importants du passé. D'ailleurs, la gare du Mile-End, c'est un autre exemple d'un bâtiment qui n'existe plus, qui est déjà sur la carte. Voilà. Merci beaucoup. Donc, ça complète pour le moment l'ensemble des questions. Peut-être, Joanne, un petit mot de la fin. Donc, en fait, si vous avez, si des questions surgissent après la fin de la présentation, j'imagine que Justin se ferait un plaisir ou Michel se ferait un plaisir de vous répondre. Si vous les contactez ou si vous nous contactez pour que nous puissions leur transmettre les messages. C'est vraiment un plaisir de vous avoir vu si nombreux à la présentation. Merci beaucoup à Justin, à Michel d'avoir partagé ce projet avec nous tous. Et je vous rappelle que ce n'est qu'un début, puisque nous avons l'intention d'offrir une présentation chaque mois d'ici Noël et de poursuivre en janvier. Donc, dans la mesure du possible, vers la fin du mois, évidemment, on ne fera pas une présentation la veille du Nouvel An. Je pense qu'on va vous épargner. Je pense qu'on ne serait pas très nombreux. Mais la prochaine présentation va avoir lieu le 28 octobre. Nous allons entendre Léon Robichaud, professeur à l'Université de Sherbrooke et co-directeur du laboratoire, qui va nous entretenir d'un projet, et qui est là, donc qui est ici pour voir qui vous êtes, j'imagine, en espion. Qui va nous entretenir d'un projet qu'il mène sur Montréal en 1725, un projet, et là, Léon pourrait l'exprimer mieux de moi, mais ma compréhension, c'est un projet qui a recours
au 3D, à la modélisation 3D, et qui essaie aussi de montrer ou de réfléchir à comment des données anciennes, des données numériques anciennes peuvent être réactivées et avoir une certaine pérennité et même de nouveaux développements, une nouvelle vie finalement avec les évolutions technologiques. Donc, c'est un projet qui réunit un intérêt pour le vieux Montréal, le Montréal d'avant 1760, mais les technologies d'aujourd'hui et peut-être de demain. Donc, j'espère que vous serez des nôtres le 28 octobre à la même heure. Donc, merci à vous tous. Merci à Justin, merci à Michel. Mais et à nos surtout Justin. animateurs. Ouais.